Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice de géométrie dans l'espace que j'ai fabriqué récemment. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents, notamment de maths experte et de maths spécialité. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit pouce levé, ça m'encourage, éventuellement de m'envoyer un commentaire. L'énoncé, on considère un cube ABCDEFGH d'arête 6. Les vecteurs U, V, W sont définis par vecteur U égale 1/6 du vecteur AB, vecteur V 1/6 du vecteur AD et vecteur W égale 1/6 du vecteur AE. L'espace est muni du repère orthonormé A, vecteur U, vecteur V, vecteur W. Pour tout réel T appartenant à l'intervalle 0,6 fermé en 0 fermé en 6, on considère les points I de coordonnées T00, J6 T0, K 6.T6 et L 0,6.T6. Le point S est le milieu du segment IK. On va s'intéresser au quadrilatère IJKL, à l'angle ISJ et à la pyramide des IJKL. Alors, je voudrais vous faire remarquer qu'en format PDF, en général, les chapeaux sur les angles disparaissent. Alors, si vous téléchargez le polycopier, n'hésitez pas à rajouter les angles. Voici une figure qui est donnée avec le cube ABCDEFGH. Une position des points IJKL, évidemment, ils vont bouger puisque ils dépendent d'un réalité qui appartient à l'intervalle 0,6. Alors, on pourra remarquer, par exemple, que comme le point I a pour coordonnée T00, en fait, le point I appartient ici à la droite AB et plus précisément au segment AB, puisque T est compris entre 0 et 6. Alors, quand T vaut 0, I est en A, quand T vaut 6, I est en B. Et puis on pourrait faire la remarque que le point J appartient au segment BC, le point K appartient au segment GH et le point L appartient au segment EH. Il y a le point S, l'angle qui nous intéressera, ISJ, et puis la pyramide des IJKL. Partie A, à propos d'un quadrilatère. Alors, premièrement, démontrer que IJKL est un rectangle pour tout réel T de l'intervalle 0,6. Question 2, déterminer les coordonnées du point S milieu du segment IK, que peut-on remarquer? Partie B, à propos d'un angle. Question 1, exprimer le produit scalaire des vecteurs SI et J de façon, en déduire que cosinus de l'angle ISJ égale 9 divisé par T carré moins 6T plus 27. Question 3. Pour quelle valeur du réel T de l'intervalle 0,6 l'angle ISJ est-il minimal? Justifié. Question 4a. Quelle est la valeur minimale de l'angle ISJ? Justifié. Question 4b. Déterminer la nature du triangle ISJ lorsque l'angle ISJ est minimal. Partie C. À propos d'une pyramide. Dans cette partie, on suppose que T égale 3. Donc on fixe la valeur de T. Premièrement, donner les coordonnées des points IJKL. Question 2a, montrer que le vecteur DF est un vecteur normal au plan IJL. Question 2b, en déduire qu'une équation cartésienne du plan IJL est x moins y plus z moins 3 égale 0. Question 3, montrer que la droite DF a pour représentation paramétrique x égale m, y égale 6 moins m, z égale m, m appartenant à grand R. Question 4, déterminer le proche orthogonalité du point D sur le plan IJL. Question 5, le volume de la pyramide DIJKL est-il le quart du volume du cube ABCDEFGH? Justifié. Bon, en général, dans les sujets de bac, on vous rappelle la formule du volume d'une pyramide. Bon, moi, je ne l'ai pas fait. Alors évidemment, l'idéal, c'est de prendre feuille, stylo et puis de chercher cet exercice, la correction dans quelques instants. Question 1 de la partie A, démontrer que IJKL est un rectangle pour tout réel T de l'intervalle 0,6. Alors, je vous ai dessiné un rectangle, ici, IJKL, figure plane. Alors, il y a plusieurs façons de démontrer qu'on a fait un rectangle. Une première façon, ça serait de démontrer que ce quadrilatère possède 3 angles droits. Bon, je ne vais pas le faire.
Une autre façon, c'est de démontrer notamment que IJKL, pour commencer, c'est un parallélogramme, et les diagonales ont la même longueur. Ou alors démontrer que IJKL est un parallélogramme, et puis que ce quadrilatère qui est un parallélogramme possède un angle droit à l'un des points. C'est ce que je vais plutôt faire ensuite. Alors on connaît les coordonnées des points IJKL, je vous les ai rappelés ici. Alors je vais commencer par vous dire ce qu'on va essayer de faire. Première étape, on va montrer que, pour commencer, que IJKL va être un parallélogramme. Alors, parallélogramme, j'ai pas la place, je vais vous écrire un dièse à la place. Alors, il y a plusieurs façons de démontrer que IJKL est un parallélogramme. Alors, il y a les critères du collège, mais enfin bon, on va prendre un critère du lycée, ce sera plus simple. Et puis, par exemple, on peut essayer de démontrer que le vecteur IJ est égal au vecteur LK, c'est ce que je vais faire. Comme on connaît les coordonnées des points IJKL, évidemment, on pourra trouver les coordonnées des vecteurs IJ et LK. Et puis, deuxième chose, on va montrer que une fois que IJKL sera un parallélogramme, on va montrer par exemple qu'il y a un angle droit en I, c'est-à-dire on va montrer que, en utilisant le produit scalaire, que le produit scalaire des vecteurs IJ et IL sera égal à 0. Bon, on montrera que IJ est orthogonal à IL. Voilà, il y a d'autres façons de faire, mais c'est ce que je vais faire ensuite. Donc, première étape de notre démonstration, montrons que IJKL est un parallélogramme. Alors, on a les coordonnées des points IJ. Comment avoir les coordonnées du vecteur IJ? Eh bien, on va soustraire, donc l'abscisse du point J moins l'abscisse du point I. L'abscisse, l'ordonnée du point J moins l'ordonnée du point I. T moins 0 donnera T. La cote du point J moins la cote du point I, donc 0 moins 0, 0. Pour le vecteur LK, on procède de la même façon. Alors 0, j'avais mal reporté les coordonnées des points LK, c'est pour ça que vous m'avez vu peut-être entendu tiquer. Alors 6 moins T moins 0, ça nous donne 6 moins T. 6 moins T, attention, ça va nous donner T. Et puis 6 moins 6, 0. Bon, IJ est égal, le vecteur IJ, est égal au vecteur LK. Donc, IJKL est un parallélogramme. Bon, je vais écrire un dièse pour gagner du temps. Montrons que maintenant les vecteurs IJ et L sont orthogonaux. Alors, on connaît les coordonnées du vecteur IJ, on les a calculées, on va chercher les coordonnées du vecteur IL. Alors, I a pour coordonnées T0, 0, L a pour coordonnées 0, 6 moins T6. Donc, pour obtenir les coordonnées du vecteur IL, alors, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais moi, à mes élèves, je leur disais, considérez que les coordonnées du point I, c'est la ligne 1, les coordonnées du point L, c'est la ligne 2, et puis, ici, on a besoin de faire L2 moins L1, c'est un petit codage, 0 moins T moins T, 6 moins T moins 0, 6 moins T, et puis 6 moins 0 va vous donner 6. Bon, il nous faut les coordonnées du vecteur IJ, et ensuite on calculera le produit scalaire. Alors, les coordonnées du vecteur IJ sont 6 moins T, T0. Donc, ce qu'on va calculer, c'est le produit scalaire des vecteurs IJ et IL. On sait qu'on doit faire le produit des abscisses. Ensuite, on ajoute le produit des ordonnées. Et enfin, on ajoute le produit des cotes. Bon, allons-y. Alors, 6 moins T multiplié par moins T, plus, alors je conseille à mes élèves de mettre des parenthèses partout pour pas se tromper, T facteur de 6 moins T, plus 0 multiplié par 6. Donc, IJ scalaire, vecteur IJ scalaire, vecteur IL,
Eh bien ici, on a 6 moins t multiplié par moins t plus t facteur de 6 moins t, ce qui veut dire que ça va lui donner 0. Hein. Et donc, on aura 0 plus 0 fois 6, 0. De ce fait, on peut affirmer que les vecteurs IJ et IL sont bien orthogonaux. Petite phrase de conclusion, IJKL est un parogramme et le vecteur IJ est orthogonal au vecteur IL, donc IJKL est un rectangle. Et tout ce qu'on a fait, c'est pour tout LT de l'intervalle 0,6. Question 2. Déterminer les coordonnées du point S, milieu du segment IK. Que peut-on remarquer? Alors S, c'est le milieu du segment IK. Donc, d'après le cours, on peut dire que le point S a pour coordonnées xi plus xk divisé par 2, yi plus yk divisé par 2, zi plus zk divisé par 2, avec évidemment la convention que les coordonnées du point I sont xi, yi, zi, les coordonnées du point K, xk, yk, zk. Alors, on va aller chercher les coordonnées du point I et du point K et puis appliquer cette formule. De ce fait, on va ajouter xi avec xk, donc t avec 6 moins t divisé par 2. Allez, je vais écrire tout là, je peux aller trop vite. 6 plus 6 moins t divisé par 2. Ensuite, on ajoute yi 0 plus 6 divisé par 2. Ah, z. Alors, j'ai dit 0, ce que j'ai souligné en rouge, plus 6 divisé par 2. Et pour la cote, zi plus zk divisé par 2, 0 plus 6 divisé par 2. Toujours aussi doué. Bon, avec le calcul, ça nous donne... Alors, t plus 6 moins t, ça donne 6, divisé par 2, 3, comme abscisse. 0 plus 6 divisé par 2, 3 comme ordonnée. 0 plus 6 divisé par 2, 3 comme cote. Tiens, les coordonnées du point S ne dépendent pas du réel t. Et en plus, vous pourriez remarquer que le point S, en fait, c'est le centre du cube ABC de FGH, parce que c'est le milieu du segment AG, par exemple. C'est le milieu de n'importe quelle diagonale du cube. Bon, en tout cas, le point S a des coordonnées qui ne dépendent pas du réel t. Alors, vous verrez que dans mon polycopier, que je n'ai pas forcément rédigé de cette façon, mais bon, ça revient au même. Hein. À la fin, on trouve bien les mêmes coordonnées du point S. Petite cerise sur le gâteau, une construction avec le logiciel GeoGebra, avec dans le graphique 2 à droite un curseur T qui varie entre 0 et 6. Donc dans la fenêtre graphique 3D, vous voyez la pyramide d'IJKL et aussi le rectangle IJKL. Alors IJKL, que j'aurais dû d'ailleurs colorier en vert, je ne sais pas pourquoi ça a changé. Alors, dans le graphique 2, je vous ai placé un point R. Là, vous avez des coordonnées, 4,46, 36,0156, elles vont évoluer. En fait, l'ordonnée du point R, c'est l'aire du rectangle, IJKL. Et donc, je vais faire afficher la trace du point R. Comme ça, quand le curseur va bouger, voilà.
on va obtenir en fait la courbe représentative quasiment de l'aire du rectangle IJKL. On peut remarquer a priori que l'aire du rectangle IJKL semble minimale pour une certaine valeur de t. En fait, c'est pour t égale 3. Donc si on regarde l'ordonnée du point R, elle semble diminuer là. Voilà, pour t égale 3, on obtient une valeur rapprochée de l'aire, 31,1769. Et puis quand on repart de l'autre côté, l'aire augmente. Bon, alors vous trouverez à la fin du polycopier un petit bonus où je vous démontre qu'effectivement l'aire du rectangle IJKL est minimale pour t égale 3. Il y a même l'étude des variations avec un polynôme du 4e degré. Et donc, il faut faire un tout petit peu attention quand on dérive ce polynôme, parce que la dérivée d'un polynôme au 4e degré, c'est un polynôme du 3e degré, et donc c'est pas forcément facile à factoriser, à trouver le signe. Donc, comme le polynôme sera un produit de facteurs, il ne faudra surtout pas développer. Question 1 de la partie B, exprimer le produit scalaire des vecteurs SI et J de deux façons. Alors, je vous ai fait une petite représentation graphique du rectangle IJKL, et puis comme S est le milieu de IK, bah forcément S est le milieu de LJ, S est le centre du rectangle IJKL. On connaît les coordonnées du point S, du point I, du point J. Donc, évidemment, comme on travaille dans un repère orthonormé de l'espace, on va pouvoir notamment exprimer le produit scalaire des vecteurs SI et J en utilisant la formule produit des abscisses plus produit des ordonnées plus produit des cotes. Alors, on a besoin des coordonnées des vecteurs SI et J. Donc, pour SI, T-3, moins 3 et moins 3. Et puis pour SJ, on va obtenir 6 moins 3, 3, T moins 3, 0 moins 3, moins 3. Donc le produit scalaire, SI scalaire SJ en vecteur, donc produit des abscisses, alors je vais plutôt mettre ici le 3 en premier, 3 facteur t moins 3. Ici, on a le moins 3 facteur de t moins 3. Et puis pour le dernier, plus moins 3 multiplié par moins 3. Et donc ce produit scalaire, en fait, on s'aperçoit que les deux premiers termes vont s'éliminer et il va nous rester le dernier terme et ce dernier terme vaut 9. Donc en fait le produit scalaire des vecteurs SI et J est indépendant du réel t et il vaut 9. Bon, première façon d'évaluer ce produit scalaire, et puis on va avoir une deuxième façon en utilisant la formule du cosinus, puisque dans la question d'après, on nous dit d'en déduire le cosinus de l'angle. Alors, il y a d'autres façons de calculer le produit scalaire des vecteurs SI et J, notamment avec les formules de polarisation. Bon, mais si elles serviront à rien, on va aller chercher la formule du cosinus. Et donc, on va l'écrire. Produit scalaire des vecteurs SI et J, c'est la norme du vecteur SI, c'est-à-dire la longueur SI, multipliée par la longueur SJ, multipliée par le cosinus de l'angle géométrique IJ. Donc, je vais le faire apparaître, cet angle, c'est l'angle entre les vecteurs SI et J. Alors, première remarque, c'est que les diagonales d'un rectangle ont la même longueur, et donc les demi-diagonales SI et J ont la même longueur. Ce qui va nous permettre de ne calculer que
ici multiplié par J, ça va être ici multiplié par ici, c'est-à-dire ici au carré. Cosinus I et J. Bon, on peut calculer donc SI au carré, puisqu'on connaît les coordonnées du vecteur SI. Donc le vecteur SI ayant pour coordonnées T-3, -3, -3, on sait que la norme du vecteur SI au carré, ou la distance SI au carré, c'est l'abscisse T-3 le tout au carré, plus l'ordonnée ici -3 le tout au carré, plus à nouveau -3 au carré. Et donc SI carré, eh bien c'est T-3 au carré, plus 18. 9 plus 9, 18. Alors on va développer. Ça va nous donner T carré moins 6T plus 9 plus 18. Et donc on va obtenir SI carré égale T carré moins 6T plus 27. Au passage, SI carré c'est un nombre positif et quand on regarde la forme canonique qu'on a obtenue, T-3 au carré plus 18, T-3 au carré étant positif, ça veut dire que T-3 au carré plus 18 est supérieur ou égal à 18, donc SI carré est même strictement positif. On obtient donc que le produit scalaire des vecteurs J et J, c'est T carré moins 6T plus 27 multiplié par cosinus de l'angle géométrique qui est J. Question 2, on déduit que cosinus de l'angle ISJ est égal à 9 divisé par T carré moins 6T plus 27. Alors, vu ce qu'on a fait précédemment, c'est à peu près clair. Alors, en fait, pourquoi cette question? D'abord, c'est pour que le candidat puisse continuer à répondre aux questions suivantes, puis aussi parce qu'on aurait pu très bien conserver à un moment donné l'expression sous forme canonique de SI carré qui était T-3 le tout au carré plus 18. Bon. Et donc ici, de manière à peu près claire, on va avoir T carré moins 6T plus 27, évidemment, facteur de cosinus I et J égale 9, puisqu'on avait exprimé le produit scalaire de deux façons à la question précédente. Et donc, évidemment, on obtient le résultat voulu. Donc le cosinus de l'angle ISJ est toujours égal à 9 divisé par T carré moins 6T plus 27. Alors on peut se poser la question pourquoi est-ce qu'on a le droit de diviser, mais on a vu que T carré moins 6T plus 27 c'était un nombre strictement positif. D'ailleurs, on le retrouve ici parce que 9 est strictement positif à la ligne du dessus, le cosinus d'un angle géométrique est strictement positif, et donc il n'y a pas le choix, T carré moins 6T plus 27 est forcément strictement positif. Question 3, pour quelle valeur du réalité de l'intervalle 0,6, fermé en 0, fermé en 6, l'angle ISJ est-il minimal? Justifié. Alors l'angle ISJ il est minimal, ça veut dire que son cosinus est maximal. Parce que la fonction cosinus, elle est strictement décroissante sur 0 pi sur 2. Et ici, un angle géométrique, il appartient forcément à 0 pi sur 2. Et donc, on va obtenir que cela signifie que 9 divisé par... Alors, on avait T carré moins 6T plus 27 est minimal. Et maximal, pardon. Mais comme 9 au numérateur est strictement positif, notamment, ça va signifier que le dénominateur T carré moins 6T plus 27 est minimal. Alors, si on prenait la forme canonique de T carré moins 6T plus 27 qu'on a vu à un moment donné, c'est-à-dire T moins 3 au carré plus 18 est minimal,
Ça nous donne tout de suite que, bon, 18 est une constante, ça veut dire que t-3 au carré doit être minimal. Et un carré est minimal, c'est seulement si le nombre t-3 est nul, c'est-à-dire ici t égale 3. Bon, voilà une façon de faire. Alors, et 3 appartient bien à l'intervalle 0,6, donc on a bien l'angle ISJ qui est minimal, c'est seulement si t égale 3. Alors, j'ai pas fait tout à fait comme ça dans le polycopier de correction. J'ai considéré le polynôme du second degré t carré moins 6t plus 27 quand est-ce qu'il est minimal, et voilà, je vais vous faire voir comment j'ai procédé après. Donc si on considère le polynôme t carré moins 6t plus 27, on peut dire que a égale 1, b égale moins 6, c égale 27 par convention. Donc le nombre a, lui, il est strictement positif. Alors d'après le cours de première, on pourrait donner les variations de t carré moins 6t plus 27. Ou alors, on peut aussi se dire, tiens, si on lui donne un nom, je vais l'appeler g de t. On peut aller chercher aussi la dérivée. G de prime de t, c'est 2t moins 6. Et donc, on a à connaître le signe de g' de t. C'est pas très difficile à obtenir. G' de t, c'est aussi 2 facteur t-3. Donc, g' de t est du signe de t-3, puisque 2 est un nombre strictement positif. Bon, alors en fait, si on veut avoir les variations de G, par exemple, voilà, c'est pas compliqué. On peut donner le tableau de variation. Ici, on travaille avec la variable t, G' de t, G de t, entre 0 et 6, et on doit faire intervenir la valeur 3. En 3, la dérivée s'annule. Par exemple, le coefficient directeur ici, c'est 2. 2 est strictement positif, donc on va avoir une fonction dérivée. G' est strictement négatif sur l'intervalle 0,3, ouvert en 3, strictement positif sur 3,6, ouvert en 3. Donc voilà les variations de G. Bon, puis ensuite, il suffit d'indiquer par exemple les valeurs G de 0, G de 3, G de 6 pour avoir évidemment un tableau complet. Alors ici c'est 18 forcément, et puis ici je crois qu'on trouve 27. Voilà, pour t égale 0, ça lui donne 27, et ici aussi 27. Alors petite remarque, vous verrez dans le polycopier de correction aussi, je me suis intéressé en fait à cette fonction-là. Et à étudier sa variation pour savoir quand est-ce que cette expression est maximale, et puis évidemment on va retrouver pour t égale 3. Bon, je ne fais pas tout. Question 4a, quelle est la valeur minimale de l'angle ISJ justifiée? Alors IJ est minimal, c'est seulement si t égale 3, et nous on connaît une expression de cosinus ISJ en fonction de t qui était 9 sur t carré moins 6t plus 27. Donc on va remplacer t par 3, et on sait qu'à ce moment-là, le cosinus de ISJ va être égal à 9 divisé par 18. C'est-à-dire un demi. Donc pour un angle qui est strictement compris entre 0 et pi sur 2, comme son cosinus vaut un demi, ça veut dire que l'angle ISJ vaut 60 degrés, c'est-à-dire en radian, pi sur 3. Question 4b, déterminer la nature du triangle ISJ lorsque l'angle ISJ est minimal. Bon, j'ai dessiné un rectangle IJKL avec son centre S pour fixer un peu les choses. Alors, je vous rappelle quand même que
Longueur SI est égale à longueur SJ, hein, les deux demi-diagonales SI et SJ ont la même longueur. Déjà, ça nous dit que le triangle ISJ est isocèle de sommet S. Et puis, lorsque l'angle ISJ est minimal, eh bien, petit t égale 3, on a vu, et puis on a vu que l'angle, c'était 60 degrés. Donc, je vais faire apparaître l'angle ISJ ici, et on a pi sur 3 radians. Alors, pour donc t égale 3, cosinus ISJ c'est 1,5 et donc ISJ égale pi sur 3. Et un triangle isocèle de sommet S avec pour angle géométrique ISJ égale pi sur 3, ben, ça nous donne un triangle équilatéral. Le triangle ISJ est équilatéral. Et donc, on peut, sur le dessin, coder en disant qu'ici, J serait égal à JS égale ici. On aura aussi des angles de pi sur 3 radians pour JIS et aussi pour IJS. Voilà, pi sur 3 pour chaque angle. Petite cerise sur le gâteau avec le logiciel GeoGebra. Alors dans le graphique 3D, il n'y a pas grand chose qui change. Hein. Je vais peut-être enlever cette droite parce que voilà. Et puis un point que j'avais construit pour moi. Voilà. Et puis vous avez le curseur T. Et puis j'ai fait apparaître dans le graphique 2 un point Q. Son abscisse c'est petit t et son ordonnée c'est en fait l'angle en radian entre l'angle ISJ. Et donc, c'est quand on va avoir t égale 3 que l'angle va être le plus petit possible, l'angle ISJ, et on va obtenir évidemment 60 degrés. Voilà, c'est confirmé par GeoGebra qui donne ISJ. Alors ici, c'est marqué environ, parce qu'en général, ce sont des valeurs approchées, mais en fait, ici, ISJ égale 60 degrés. Voilà, joli. Donc l'angle maximal environ 70,5. Et puis animation de la figure. Voilà, c'est joli quand même. Voilà, alors on pourrait dire que les variations de l'angle ISJ en fonction de t, on les a, hein, parce qu'en fait, on a étudié tout à l'heure certaines fonctions qui nous donnent. Question 1 de la partie C, donner les coordonnées des points IJKL, parce que dans cette partie, on suppose que t est égal à 3, et donc il suffit de remplacer les coordonnées qu'on connaissait, et donc I a pour coordonnées 3, 0, 0, J a pour coordonnées 6, 3, 0, K a pour coordonnées alors 3, 6, 6, et L a pour coordonnées 0, 3 et 6. On pourrait remarquer que les points IJKL sont les milieux de certaines arêtes du cube. Question 2a, montrer que le vecteur DF est un vecteur normal au plan IJL. Alors le point D a pour coordonnées 0, 6, 0 par lecture graphique, et puis le point F a pour coordonnées 6, 0, 6. Donc le vecteur DF a pour coordonnées 6, 0, c'est-à-dire 6, 0, 6, 6, et pour code 6, 0, c'est-à-dire 6. Bon, on pourrait travailler aussi avec le vecteur 1/6 de DF, hein. Je vais l'écrire quand même, 1/6 de DF,
qui est quand même un peu plus simple que df, 1, moins 1, et puis lui donner un nom et l'appeler petit n, par exemple. Allez, on va dire que n égale un sixième, vecteur n égale un sixième du vecteur df. Et puis, pour démontrer que df est un vecteur normal au plan JL, on peut montrer que le vecteur n est un vecteur normal au plan JL. C'est un petit peu plus simple. Alors, on doit choisir deux vecteurs collinaires du plan JL, et puis justement, on connaît IJ et on connaît IL d'après certaines questions. Donc, je vais vous rappeler les coordonnées de IJ en fonction de T de IL, et puis on va les traduire évidemment avec T égale 3 dans cette partie C. Alors, les coordonnées du vecteur IJ, on avait trouvé 6 moins T, T0, et comme ici dans cette partie T vaut 3, 6 moins 3 va nous donner 3, et donc T égale 3 et 0. Et puis pour le vecteur IL, on va obtenir moins T se donnera moins 3, 6 moins 3 va donner 3, et puis ici on aura 6. Bon, on va calculer le produit scalaire des vecteurs IJ et N, et le produit scalaire des vecteurs IL et N, pour voir si le vecteur N est bien orthogonal au vecteur IJ et au vecteur IL, et auquel cas le vecteur N sera un vecteur normal au plan IJL, et donc le vecteur DF aussi. Donc calculons le produit scalaire des vecteurs N et IJ, donc ça nous fait 1 multiplié par 3, plus moins 1 multiplié par 3, plus 1 multiplié par 0. Et donc, le produit scalaire des vecteurs N et IJ est égal à 3 moins 3 plus 0, c'est-à-dire 0. Et donc, le vecteur N est orthogonal au vecteur IJ. Alors, on va procéder de la même façon pour calculer le produit scalaire des vecteurs N et IL. Donc, 1 multiplié par moins 3, plus moins 1 multiplié par 3, plus 1 fois 6. Et donc, le produit scalaire des vecteurs N et IL est égal à moins 3 plus 6. Donc, ce produit scalaire vaut 0, et donc le vecteur N est orthogonal au vecteur IL. Bon, il n'y a plus qu'à faire une petite phrase de rédaction. Le vecteur N est orthogonal aux deux vecteurs non collinaires IJ et IL, donc le vecteur DF, qui est collinaire au vecteur N, est un vecteur normal au plan IJ. Question 2b, en déduire qu'une équation cartésienne du plan IJL est x moins y plus z moins 3 égale 0. Alors voilà comment je vais procéder. Il y a plusieurs façons de faire. Le plan IJL a pour vecteur normal n de coordonnées 1, moins 1, et le plan IJL passe par le point I de coordonnées 3, 0, 0. Bon, alors, donc le plan IJL a pour équation cartésienne, alors je vais mettre un petit peu de couleur quand même, parce que ici on a des 1 un peu partout, et puis donc je vais colorier en bleu l'abscisse du vecteur n, en rouge l'ordonnée du vecteur n, et puis en vert la cote du vecteur n. Et donc une équation cartésienne du plan IJL commence toujours par l'abscisse du vecteur n multiplié par x, alors plus l'ordonnée du vecteur n qui est moins 1 multiplié par y, plus la cote du vecteur n multiplié par z, et on peut dire que c'est égal à, alors là je ne vais pas mettre de couleur, 1 fois xi, moins 1 fois yi, plus 1 fois zi. Alors, si vous n'avez pas vu cette façon de procéder avec votre professeur, en fait, vous pouvez le retrouver assez aisément.
Alors donc le plan IJL aura pour équation cartésienne, alors on va simplifier un peu, x moins y plus z égale, alors il faut remplacer x par 3, donc 1 fois 3, et puis ici on va obtenir, pour y comme il vaut 0 et z vaut 0 aussi, on va obtenir 0. Donc on l'obtient bien comme équation cartésienne du plan IJL, x moins y plus z moins 3 égale 0. Question 3, montrer que la droite DF a pour représentation paramétrique x égale m, y égale 6 moins m et z égale m appartenant à un grand R. Alors comme on vous donne la représentation paramétrique, vous pourriez avoir une première méthode qui consiste à dire on appelle par exemple delta la droite de représentation paramétrique x égale m, y égale 6 moins m, z égale m, et montrer que les points D et F appartiennent à cette droite, ce qui fait que j'ai résolu le problème. Alors, ça sera fait dans le polycopier, je ne vais pas le faire ici pour pas que la vidéo soit trop longue. Je vais essayer de vous faire voir aussi que si on ne lui donnait pas une représentation paramétrique de la droite, on peut en trouver une. Et donc l'idée c'est d'aller chercher un vecteur directeur de la droite DF et aussi d'avoir un point. Alors ici, on s'aperçoit que si on prend m égale 0, 0, 6, 0, ça nous donne le point D. Donc on va dire que la droite DF, eh bien elle passe par D, de coordonnées 0, 6, 0, d'une part, et puis la droite DF, on a besoin d'un vecteur directeur. Alors on va choisir un vecteur directeur suffisamment sympathique pour vecteur directeur. Et bien si on choisissait DF, on serait un petit peu embêté puisque le coefficient devant M, vous voyez que c'est 1 pour la première ligne, pour la deuxième ligne c'est moins 1 et 1. C'est justement le vecteur N qu'on avait pris tout à l'heure, 1, moins 1. Et donc, en choisissant ce point D et puis ce vecteur, on va trouver directement cette représentation paramétrique. Alors, évidemment, il faut quand même dire que, d'après le cours, une représentation paramétrique de la droite DF est x, y, z. Alors, pour x, on dit que c'est xd plus m fois l'abscisse du vecteur n. Pour y, yd plus m fois l'ordonnée du vecteur n. Et pour z, c'est zd plus m fois la cote du vecteur n avec m appartenant à R. Et donc, ça nous donne, en fait, ici, exactement le résultat voulu, puisque x égale 0 plus m fois 1, ça donne m. Y égale 6 plus m fois moins 1, 6 moins m. Et pour z, on a zd qui vaut 0, plus m fois zn qui vaut 1, donc 0 plus m fois 1, ça nous donne m. Voilà comment j'ai trouvé la représentation paramétrique, évidemment. Quatrième question, déterminer le projet orthogonal de T du point D sur le plan IJL. Alors, je vous ai fait une petite figure pour qu'on puisse voir un petit peu les choses. Donc, le point D va se projeter orthogonalement en T sur le plan IJL. Alors, on se rappelle que le plan IJL a pour vecteur normal alors, je vais le représenter comme ça. Le vecteur n. Bon, le point T, du coup, il appartient à la droite DF. Ces coordonnées, je vais les appeler x, y, z. On ne les connaît pas pour l'instant. Donc, T, il appartient à la droite DF. Et donc, on va pouvoir dire que x égale m et y égale 6 moins m et z égale m
évidemment pour une certaine valeur de m que nous allons déterminer. Là, j'ai oublié de mettre la flèche sur le vecteur n. Donc, d'une part, on a t qui appartient à df, et d'autre part, on a aussi t qui va appartenir évidemment au plan IJL. Et donc, on va pouvoir dire que x moins y plus z moins 3 égale 0. Donc, on a deux informations importantes. Et on va chercher le point d'intersection, donc entre la droite DF et le plan IGL, qui va être le point T. Alors, on part de l'équation cartésienne, c'est plus simple, et on injecte les valeurs de x, y, z en fonction de petit m. Du coup, on aura une équation, il y aura seulement une inconnue qui est petit m. Voilà pour les idées. Donc, x moins y plus z moins 3 égale 0 va nous permettre de dire que petit m, x égale m, y égale 6 moins m, z égale m. La représentation paramétrique de la droite df, donc m moins entre parenthèses 6 moins m plus m moins 3 égale 0, et donc m moins 6 plus m moins 3 égale 0. Donc, alors, on a m plus m, 3m, moins 9, égale 0. Donc, 3m égale 9. Et puis, quel est le nombre qui multiplié par 3 donne 9? Je pense que tout le monde voit que c'est m égale 3. Enfin, j'espère. Alors, connaissant m égale 3, maintenant, il suffit de remplacer dans la représentation paramétrique petit m par 3, et puis on va obtenir x, y, z. Alors, pour m égale 3, comme x égale m, on obtient 3. Y égale 6 moins m, on obtient 6 moins 3, c'est-à-dire 3. Et puis, comme z égale m et que m vaut 3, on obtient 3. Ce qui fait que le point T a pour coordonnées 3, 3 et 3. Et bien, c'est le point S, en fait. Le point S avait pour coordonnées 3, 3, 3. T égale S, ce qui veut dire que S est le projeteur orthogonal de D, du point D, sur le plan IGL. Alors, il y avait une autre façon de voir les choses, parce que le point S, il appartient forcément à la droite DF. DF est une diagonale du cube, et puis S, c'est le centre du cube. Donc S, c'est le milieu du segment DF. Et puis d'autre part, le point S, c'est le milieu du segment IK, et le segment IK, il est inclus dans le plan IJL, et donc le point S appartient à la fois à la droite DF et au plan IJL. Et la droite DF, elle est orthogonale au plan IJL, donc voilà, ça c'était une méthode plutôt géométrique, ça sera rédigé dans le polycopie de correction. Question 5. Le volume de la pyramide DIJKL est-il le quart du volume du cube ABC2FGH? Alors ABC2FGH, vous trouvez le volume du cube, c'est pas très difficile, on le fera après. Le volume de la pyramide DIJKL, volume A, la couleur, on va mettre un petit coup de blanc. Volume de la pyramide DIJKL. Bah tiens, on va lui donner un nom, on va l'appeler petit v en unité de volume. Petit v, ça va être 1/3 multiplié par l'aire du rectangle IJKL, en fait, multiplié par la hauteur associée correspondante, qui va être évidemment la hauteur DS. Bon, on va calculer l'aire de JKL et puis aussi DS. Alors, on va commencer par exemple par DS. Alors, on connaît les coordonnées du point S, c'est 3, 3 et 3.
Et puis les carrés du point D, 0, 6, 0. Donc le vecteur ds va avoir pour coordonnée 3 moins 0, c'est-à-dire 3, 3 moins 6, moins 3, 3. Et donc quand on va vouloir calculer ds au carré, c'est en fait l'abscisse au carré, 3 au carré, plus moins 3 au carré, plus 3 au carré, on va obtenir 3 fois 3 au carré, 3 fois 9, 27. Ce qui fait que on peut dire que la longueur ds est racine carrée de 27. Autrement dit, c'est aussi 3 racines carrées de 3. Bon. Pour l'aire de IJKL que j'ai appelé petit s, pourquoi pas, petit s c'est IJ par exemple multiplié par IL. Parce qu'on connaît en fait les vecteurs IJ et IL, ça va être plus simple pour trouver évidemment les longueurs IJ et IL. Donc le vecteur IJ est pour coordonnée 3, 3, 0, donc IJ au carré est égal à 3 au carré, plus 3 au carré, plus 0 au carré. Donc IJ carré va être égal à 18, 9 plus 9. Donc IJ c'est racine carrée de 18, autrement dit, comme 18 c'est 9 fois 2, IJ, on va pouvoir dire que c'est 3 racines carrées de 2. Alors voilà pour IJ, ensuite on va calculer IL. Les coordonnées du vecteur IL sont moins 3, 3, 6, donc IL au carré, moins 3 au carré, plus 3 au carré, plus 6 au carré. De ce fait, IL carré va être égal à 9 plus 9, 18, 18 plus 36, c'est-à-dire 54. 54, c'est 9 fois 6. Hein. Et donc, la racine carrée de 54 va être égale à 3 racines carrées de 6. Bon, on a tout ce qu'il faut maintenant pour calculer l'aire du rectangle IJKL. S égale 3 racines carrées de 2 multiplié par 3 racines carrées de 6. Ça nous donne 9 racines carrées de 2 fois 6, ça fait racine carrée de 12. Et on sait que 12, c'est 4 multiplié par 3, donc on va pouvoir simplifier un petit peu cette racine carrée. S, c'est 9 fois 2 racines carrées de 3, et donc on va trouver que S égale 18 racines carrées de 3. Bon, il nous reste à calculer le volume de la pyramide des IJKL. Donc ce volume, c'était un tiers de l'aire de IJKL multiplié par ds, c'est donc un tiers multiplié par 18 racines carrées de 3, multiplié par 3 racines carrées de 3. Alors, ici, je vais le faire comme ça en barrant, mais on peut remarquer, par exemple, que un tiers avec 3, ça se simplifie, et puis 18 racines carrées de 3 fois racine carrée de 3, ça fait 18 fois 3, et donc on va obtenir 54, en unité de volume, bien sûr. Alors, pour le volume du cube ABCDEFGH, ce cube a pouvoir être 6, donc son volume, c'est 6 au cube, c'est-à-dire 216. Et donc, est-ce que le volume de la pyramide des IJKL, c'est bien le quart du volume de ce cube? Effectivement, parce que 4 fois 54, ça donne 216. Donc, voilà, on peut aussi l'écrire comme ça, volume de la pyramide divisé par le volume du cube ABCDEFGH est égal à 54 divisé par 216
Donc c'est égal à 1/4. Donc l'affirmation était vraie. On a bien le volume de la pyramide des JKL, qui est le quart du volume du cube ABCDEFGH. Alors attention, c'est quand T vaut 3. Petite cerise sur le gâteau, alors avec un curseur T, je fais apparaître un point V d'abscisse petit t, et puis l'ordonnée du point V, c'est le volume de la pyramide DJKL. Alors, quand on va faire varier évidemment le curseur, on va obtenir les variations du volume, et apparemment le volume, au départ, il diminue jusqu'à la valeur 3, on peut conjecturer, puis augmente jusqu'à la valeur 6. Bon, c'est pas si simple que ça d'obtenir les variations du volume de la pyramide des JKL, surtout que eh bien, ici il y a un paramètre T, donc je ne le ferai pas. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous les étudiants. Nous sommes le 2 avril 2025. Bon courage à tous. Il me reste à vous dire le classique. Au revoir.